Et il y a une super conférence sur le métier de moniteur d'escalade. Alors moi je me présente, je m'appelle Nadia Royo et je suis présidente du syndicat national des professionnels de l'escalade et du canyon, le SNAPEC, voilà, qui existe depuis 30 ans. Je suis monitrice d'escalade, je suis DE escalade en milieu naturel. J'ai passé mon diplôme il y a 6 ans et je suis au syndicat depuis maintenant, depuis 2018, depuis 4 ans. Voilà, et je suis présidente depuis 1 an. Et maintenant je vais laisser se présenter à Fred, mon collègue. Merci. Donc Fred Minier, je suis professeur au CREPS de Vallon-Pont d'Arc, CREPS Auvergne-Rhône-Alpes, et en charge de la coordination du DGEPS escalade en milieu naturel, donc diplôme d'État, de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Voilà, donc je vais témoigner à ce titre-là. Ça fait 10 ans que je suis sur cette formation, et puis à la base, je suis aussi moniteur, brevet d'État, premier degré, deuxième degré, et maintenant DGEPS. Et avant de passer le micro à mon collègue, c'est une conférence où la Fédération française de la montagne et de l'escalade était invitée, était censée participer. Et je crois qu'ils ont annulé un petit peu au dernier moment leur venue. Donc voilà, on se retrouve un petit peu à deux voix, le syndicat et un organisme de formation, et le ministère des Sports, bien sûr. Mais du coup, voilà, il manque ce côté fédéral. Voilà, bon... C'était juste pour vous en informer. Bonjour, donc moi je m'appelle Sylvain Morin, je travaille avec Fred Minier, je suis coordonnateur aussi du DGEPS Milieu Naturel Escalade. Voilà, moi-même je suis moniteur d'escalade depuis assez longtemps, depuis un peu plus de 30 ans. J'étais dans les premières promotions, la première promotion du BES Escalade, et puis je suis aussi guide haute montagne. Voilà. Voilà, donc une conférence sur alors c'est intitulé Perspectives pour le métier de moniteur d'escalade. Vous verrez, moi j'ai aussi 2-3 petites diapos. J'ai mis un autre titre, voilà, une petite surprise. Le côté perspective nous semblait important, en fait, plutôt que de parler du métier, de la formation, voilà, de manière très descriptive, etc. C'était voir un petit peu dans voilà, l'escalade évolue énormément, très très vite actuellement. On est sur de véritables mutations. C'est la concurrence, ça. Donc, une évolution, voilà, une activité qui évolue et forcément un métier qui évolue. Nadia va présenter un peu l'histoire du diplôme, etc. Donc, il y a maintenant 35 ans de formation des moniteurs. Et je vais te laisser la parole parce que je vais aller régler l'histoire. Ouais. Comme disait Fred, l'activité évolue très rapidement parce que l'activité elle est assez jeune, comparée à d'autres activités. Bon, désolé. Ouais. Bon, mais je vais essayer de continuer. Et donc, cette évolution, nous, ce qu'on veut parler, c'est de quelle manière les professionnels s'adaptent. Comment il faut qu'ils s'adaptent, quelles problématiques ils retrouvent aujourd'hui, quels sont les enjeux et qu'est-ce que ça va devenir, parce que ça va continuer à évoluer. Et on voudrait savoir dans quel sens, en tout cas, voir plusieurs scénarios et de voir de quelle manière le moniteur peut être acteur dans cette évolution. Et quelle place prendre au niveau de l'activité. Donc, dans quelle valeur transmettre, comment trouver des solutions aux problématiques qu'on trouve aujourd'hui, que ce soit au niveau de la différence de diplômes, la multitude de diplômes qu'il y a, au niveau sur le terrain. On se retrouve avec une augmentation de pratiquants et on se trouve confronté des fois dans des salles et en falaise avec un grand nombre de pratiquants individuels. Nous, on doit encadrer. Donc, comment on va gérer tout ça ? Et donc aussi un peu au niveau de la formation, comment les organismes de formation s'adaptent aussi à cette évolution de la pratique. Donc il y a les deux volets. Donc du coup, peut-être que tu peux appuyer là, Sylvain, s'il te plaît, pour voir la... Donc je voulais commencer pour vous faire un petit point d'histoire.
hein, que peut-être que vous connaissez déjà, mais des fois c'est bien aussi de savoir d'où on vient pour savoir où aller. Et donc on voit que l'escalade, à proprement parler, en tant que pratique, elle est née dans les années 70, donc il y a 50 ans. C'est pas beaucoup, en 50 ans, ça a beaucoup évolué. En 1821, il y a eu la naissance de la Compagnie des guides, ce qui a un peu marqué la professionnalisation de l'escalade, hein, mais plutôt liée à l'alpinisme. Après, il y a eu la création de la Fédération française de l'escalade, qui n'était pas encore la FFME. Et là, l'escalade s'est séparée de l'alpinisme, a commencé en tout cas à se séparer de l'alpinisme et à être vue comme une activité à part entière. Le premier BE, escalade, il a été créé en 1986. À cette époque-là, la formation, c'était 3 semaines. Et on était limité à 800 mètres d'altitude. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas encadrer dans le Verdon, par exemple. Aujourd'hui, la formation, le diplôme d'État, dure 1 an. Il en parlera mieux, Fred. Et on continue à être limité, mais cette fois-ci à 1500 mètres. Donc, ça fait 35 ans qu'il y a des professionnels sur le terrain. En 87, donc une année après, c'est le syndicat qui a été créé. À l'époque, il s'appelait le SNBE, le Syndicat national des brevets d'État d'escalade. Et puis, un fait marquant aussi, c'est qu'en 88, pour devenir aspirant guide, il fallait avoir un BE escalade ou un BE AMM. Et donc ça a duré très peu, que 2 ans. Voilà, les guides, tout de suite, ils ont fait sauter ça. Donc aujourd'hui, on peut devenir guide sans passer par le BE. Même s'il y a quand même un grand nombre de BE, DE qui deviennent guides. Voilà, donc la délégation pour la compétition et la création de la FFME, ça a été en 1989. Donc c'est là qu'on commence à avoir la compétition. Et en 1991, c'est quand l'altitude passe de 800 mètres à 1500 mètres. Donc là, cette année, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que le syndicat, le SNAPEX, lutte contre cette limite de 1500 mètres qu'on aimerait enlever et que ce n'est pas facile à réussir. Fred, tu peux appuyer ? Merci. Donc je voulais aussi vous parler un peu de la création des nouveaux diplômes. Parce que ça a commencé par un BE, mais en fait, en 96, il y a un nouveau diplôme qui est apparu, c'est le BAPAT. Le BAPAT, c'est un diplôme d'animateur en plusieurs disciplines, dont l'escalade. Donc ça a été assez controversé. En vrai, je pense que la plupart des apparitions des diplômes, elles ont été controversées, parce que le premier BE, ça a été aussi controversé pour les guides. Ils n'ont pas voulu qu'il y ait un BE escalade. Mais là, ça posait aussi question qu'il y ait des animateurs de disciplines d'activités en pleine nature. En 98, 2 ans après, il y a eu le BE2, qui en a eu très peu en France. Donc, dans le nombre, je ne sais pas combien exactement, mais il n'y en a pas eu beaucoup de formations. En 97, il y a eu le Canyon, qui s'est rajouté dans le BE. Et en 2003, il y a eu la création du CS Activité Escalade. Donc le CS, c'est un certificat de spécialisation qu'on peut obtenir après avoir un BPGEPS. Et on peut aussi encadrer en escalade. C'est aussi un diplôme qui est plutôt c'est en tant qu'animateur. En 2010, il y a l'apparition du DE Canyonisme, donc le diplôme d'État. Et en 2012, il y a le DGEPS, le DE Escalade et le DE Escalade en milieu naturel. Donc le DE Escalade en milieu naturel, c'est ce qui touche l'escalade en environnement spécifique. Donc ça veut dire qu'on peut encadrer en grande voie, en terrain d'aventure, il y a un via ferrata. Le DE Escalade, il est limité, il peut encadrer qu'en salle et en falaise sur des voies d'une longueur sportive. Donc du coup, ça a été vraiment un grand changement, pas seulement pour les professionnels, parce que du coup, on n'a plus un diplôme qui englobe tout, on en a 3 dans les diplômes d'État, mais aussi pour la formation, parce qu'ils ont dû s'adapter. Et en 2014, très récemment, il y a eu encore un nouveau diplôme qui s'est rajouté à toute cette panoplie, c'est le CQP. Et le CQP animateur en salle d'escalade, donc du coup en SAE, et ce diplôme, il peut encadrer qu'en salle. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve avec plus de 7 diplômes qui peuvent encadrer dans les mêmes types de prestations.
Si on compte le CQP, ça serait dans des activités de salle, pour un club ou pour une salle privée. On peut embaucher jusqu'à 7 différents professionnels qui ont suivi des formations différentes. Chose qui pose problème sur le terrain. On verra plus loin. Et donc aujourd'hui, en 2020, il y a 2300 éducateurs sportifs en escalade. Donc en 2001, ça fait 20 ans, ils étaient 750. Donc il y a eu vraiment une explosion aussi au niveau des diplômés. Et il n'y a que 13% de femmes encore qui sont dans la profession. Aussi, je voulais vous donner les chiffres qu'il y a actuellement au niveau des professionnels sur le terrain. Alors, je vous ai dit qu'il y a 2300 éducateurs sportifs, escalade. Par contre, il y en a, en 2019, il y a eu 2800 diplômés. Ça veut dire qu'il y en a qui ont plusieurs diplômes. Il y en a qui ont un BAPAT plus un DE escalade. Il y en a qui ont un CS et un DE escalade. Donc, on peut dire qu'il y a plus de 600 DE escalade en milieu naturel. C'est les plus nombreux, avec les BE 1. Après, il y a les DE escalade avec 256. Il y a les CS, il y a 459 CS escalade. Chose qui est assez nombreuse. Et des CQP, il y a 65, mais ça fait moins longtemps. Et des BAPAT, il y en a plus de 400. Ça donne un peu une idée. Tu peux changer ? Donc, quelles sont les préoccupations des moniteurs aujourd'hui par rapport un peu à ce qu'on a vu ? Donc, la première chose, tu peux passer, merci, c'est de pouvoir vivre de mon métier. Ça, c'est vraiment la première question qu'on se pose. Est-ce qu'un moniteur d'escalade peut travailler à l'année avec son diplôme ? Pour pouvoir vivre de son métier, il faut être polyvalent. Ça veut dire aujourd'hui, il faut faire plein de choses. Il faut pouvoir être encadrant, éducateur, animateur aussi. Il faut pouvoir être ouvreur, équipeur, formateur, agent d'accueil, éducateur spécialisé. On est aussi un public, même sans passer la formation, on est confronté à ça. Dans nos groupes, on a beaucoup de jeunes en difficulté. Il faut être coach, il faut être entraîneur. Donc, il faut pouvoir avoir plein de casquettes pour pouvoir vraiment s'assurer un travail à l'année. C'est difficile aujourd'hui de pouvoir vivre qu'avec très spécialisé dans une seule partie. Faut savoir switcher entre plusieurs statuts et plusieurs employeurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui aussi, il faut se poser la question, est-ce que je suis indépendant? Est-ce que je suis entrepreneur? Est-ce que je suis salarié? Aujourd'hui, trouver un salariat 35 heures à temps complet, c'est très compliqué. Donc, avec l'essor des salles d'escalade, ça va encourager un peu ça. Mais pour l'instant, la plus grande partie des moniteurs d'escalade, ils sont indépendants. Il faut pouvoir aussi avoir des activités complémentaires. Alors, beaucoup des indépendants, ils font un travail de saison. Donc, du coup, avec les 3 mois de saison, on ne peut pas vivre l'année. Donc, ce qui fait que le reste de l'année, où je travaille dans un club ou dans une salle d'escalade, ou j'ai un CQP cordiste, ou je suis kiné. Donc, ça fait aussi qu'on a souvent, les moniteurs, ils ont souvent une activité complémentaire du monitorat d'escalade. Pour pouvoir vivre de mon métier, il faut réussir à se faire payer correctement. Et ça, c'est aussi la grande problématique aujourd'hui. Il y a des énormes écarts entre les différentes régions. Il y a des énormes écarts dans les différents... même en faisant le même travail dans les mêmes régions, en fonction de la structure pour laquelle on travaille. Ça veut dire que je peux travailler pour une école d'escalade, mais je vais payer différemment si je suis payée par une salle d'escalade ou par un club fédéral. Ou si c'est moi que je monte mon structure et que je fais ces cours-là. Donc au final, on fait le même travail, mais on est payé différemment. Et ça, c'est quelque chose que sur le terrain, ça pose problème entre les moniteurs. Ça crée aussi de la concurrence et de la précarité, finalement, parce que ça tire aussi les prix vers le bas. Et pour pouvoir vivre de mon métier, je dois pouvoir m'intégrer dans un milieu professionnel sans devoir trop batailler. Aujourd'hui, la différence entre les prérogatives et des différents diplômes est compliquée. Les employeurs, des fois, ils ne se retrouvent pas, ils ne savent pas si embaucher un CS, un CQP, un DE escalade en milieu naturel, qu'est-ce qui va lui apporter plus un DE escalade, un diplômé d'État, qu'un CS escalade ou un CQP, quand ils ont les prérogatives pour faire un travail.
Donc cette difficulté-là, pour le moniteur, est compliquée, surtout pour les diplômés d'État qui se retrouvent dans beaucoup de secteurs à ne pas être embauchés. On va privilégier de prendre des diplômes qu'on va pouvoir payer moins pour faire le même travail. Ça, c'est en train de créer vraiment un gros problème pour certains moniteurs. Et surtout que même les moniteurs eux-mêmes, des fois, ils ne savent même pas où est-ce qu'ils peuvent travailler ou pas. C'est cette différence entre les compétences et les prérogatives. Ça veut dire, je peux avoir des prérogatives qui me disent je peux faire ça, mais est-ce que j'ai vraiment les compétences? Est-ce qu'ils ont suivi une formation qui est assez qualitative pour faire ça? Donc, il y a des diplômés, surtout dans les diplômes de licence TAPS, CS Escalade, BAPAT, où leurs prérogatives, elles sont un peu floues sur certains types d'activités. Et donc, des fois, ils vont se retrouver à travailler hors prérogatives. Et ils ne le savent pas. Et peut-être qu'ils pensent qu'ils ont les compétences, mais en tout cas, ils n'ont pas les prérogatives. Le deuxième point deuxième problématique, le besoin des moniteurs aujourd'hui, c'est d'avoir accès à un support de travail dans des bonnes conditions. Donc là, il y a deux volets. C'est avoir un support de travail et dans des bonnes conditions. Donc déjà, je dois pouvoir accéder au site de pratique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il y a un classement des sites qui est mis en place. La FFME est la délégataire pour faire ce classement. Ce classement implique, en fait, c'est la référence pour les diplômes, pour les prérogatives des diplômes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec le déconventionnement, avec les problématiques dans certains endroits? Les sites, ils sont plus... le classement des sites a changé. Par exemple, il y en a beaucoup plus de sites classés terrain d'aventure, même si ce sont des sites équipés, sites sportifs, en pratique. Et ce qui implique que finalement, les DE Escalade, des diplômés d'État qui ont fait une formation d'une année, ils ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont limités à des sites sportifs. Les CS Escalade, aujourd'hui, ils doivent travailler dans des sites découvertes. Des sites découvertes classés par la FFME, il y en a très très peu en France. Donc ça veut dire qu'il y a des moniteurs qui ont suivi une formation, qui ont cru qu'après ils allaient pouvoir travailler dans plein de sites à côté de chez eux. Et au final, ils se retrouvent qu'ils sont limités, ils ne peuvent pas. En tout cas, pas légalement. Donc pareil, ils se retrouvent à travailler dans des sites où ils n'ont pas le droit. Il y a l'altitude. Mais pour nous, c'est un réel problème. C'est un réel problème parce que ça nous limite énormément dans notre activité. On encadre dans les clubs, on encadre pour notre public en été, en saison. On a tout à fait les compétences, ça il pourra en parler un peu plus Fred, qu'on a suivi en formation. Et aujourd'hui, on ne nous laisse pas aller sur des sites qui sont dans nos cordes, on va dire, simplement parce qu'il y a une limite qui est historique et qui est politique. Voilà. Donc du coup, ça c'est quelque chose qui est très frustrant pour les moniteurs d'escalade. Et j'avais envie de dire que cette limite d'altitude, elle concerne tous les moniteurs. En fait, il n'y a pas tout le monde qui va aller faire des grandes voies du terrain d'aventure. C'est vrai, il n'y a pas tous les moniteurs qui travaillent là. Mais par contre, même si on est un entraîneur, qu'on forme des jeunes à la compétition, on a envie d'aller à Targazone faire du bloc. On a envie d'aller à Séuse pour faire de la perf. Donc en fait, on a envie de faire des stages quelques fois dans l'année pour pouvoir diversifier un peu plus notre métier. Et donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui pose problème pour notre métier. Et après, il y a la fréquentation. Là, maintenant, on se retrouve qu'on va dans les sites d'escalade type initiation pour nos écoles. Et en fait, on se retrouve que les sites, ils sont complètement occupés. Donc moi, des fois, j'arrive avec mon club une après-midi et je n'ai pas une seule voie pour pouvoir grimper. Donc du coup, ça nous demande aussi de nous diversifier, de chercher d'autres sites, des fois de faire plus de kilomètres. Nous, on a des créneaux qui sont courts. Donc ça crée une grosse problématique parce qu'on ne peut pas demander aux pratiquants de partir de la falaise, mais nous, on a quand même besoin de travailler. Donc ça, c'est encore une autre problématique. Et dans les salles, c'est pareil. Les salles, elles sont très fréquentées et il y a des moniteurs qui travaillent dans les salles en même temps. Donc du coup, ça pose question sur le bruit, sur la place, comment trouver les voies qu'il faut au moment donné. Donc du coup, voilà. Dans les autres supports de travail,
il y a l'émergence des salles privées, bon, c'est ce que je viens de dire, le conflit d'usage aussi en salle. Et après, il y a une autre problématique qu'on nous fait souvent remonter des moniteurs qui travaillent en club, c'est que, surtout dans le sud de la France, il manque de moyens. Les clubs, il manque de moyens pour les payer correctement, mais aussi pour avoir un support. Ça veut dire qu'un club qui a un mur d'escalade, aujourd'hui, ça devient presque indispensable pour pouvoir vraiment apporter à nos jeunes et à nos adultes une diversité d'encadrement. Et là, ils sont très limités. Parce qu'il n'y a pas tous les clubs du Sud qui ont des salles. Dans le Nord, c'est un peu différent. Et pouvoir proposer des stages à l'étranger. Donc aujourd'hui, pareil, pour pouvoir travailler à l'étranger, c'est assez compliqué. Donc faire un stage, par exemple, pour un DE escalade, mais il se pose la question, est-ce qu'en Espagne, il y a des sites sportifs? Là-bas, il n'y a pas de classement. Donc en théorie, il n'a pas le droit d'aller faire un stage en Espagne, par exemple. Au-delà d'après de toute la démarche administrative qu'il faut faire, même pour nous, les DE escalades en milieu naturel. Juste, je voulais rajouter un petit point, parce que c'est peut-être un peu obscur pour vous. À la base, ça s'appelait le moniteur d'escalade, point, BES escalade, brevet d'état escalade. Maintenant, il y a une division en 3 diplômes, hein, vous avez compris, Canyon, et 2 diplômes d'escalade, 2 diplômes d'état. Et en fait, les moniteurs d'escalade de tout terrain ont perdu l'appellation. Et donc, si vous voulez, quand on dit DE escalade, ça concerne les personnes qui ne peuvent encadrer qu'en mur et sur site sportif. C'est pour ça qu'à chaque fois, il y a peut-être un petit peu, je sais pas, vous connaissez peut-être pas forcément l'histoire. Mais DE escalade, voilà, c'est hors environnement spécifique, et DE escalade milieu naturel, qui est l'équivalent en mieux, on dira, de l'ancien. Voilà, fait tout terrain, sauf limité en altitude, limité à 1500 mètres d'altitude, mais tous les terrains. Voilà. Donc c'est celui-ci dont on parle essentiellement maintenant, puisque le DE escalade, qui a gagné l'appellation DE escalade, les représentants ne sont pas là. Voilà. Merci Sylvain. Après, quand je dis DE escalade, c'est vraiment le DE escalade de la FFME. Et DE escalade en milieu naturel, je précise les deux, la différence, parce que c'est vrai que ça porte à confusion pour la plupart des employeurs aussi. Hein. Ils ne savent pas ce que c'est un DE escalade et un DE escalade en milieu naturel, ça fait un peu... Et donc, ça, c'est un peu les problématiques actuelles. Et moi, je voulais me poser la question, quel sera mon métier dans 5 ans ou dans 10 ans par rapport à toute cette évolution? Et donc là... je me dis ce que j'aimerais moi, et après ce qui risque d'arriver. Donc ce que j'aimerais, c'est d'avoir le temps de faire mon métier, avoir le temps de faire mon métier d'éducatrice, passionnée, en tant qu'indépendante ou salariée, ou les deux. Donc par exemple, moi, j'ai double statut. Moi, je suis salariée dans un club FFME, et je fais des cours. Je suis indépendante parce que je fais des saisons en été, et je fais aussi de la formation. Je forme des cadres à la FFME, des initiateurs. J'encadre aussi pour la FFCAM. J'encadre une équipe féminine d'escalade. Et cette année, alors jusque-là, c'était une équipe d'alpinisme. Je faisais la partie escalade. Et cette année, j'ai créé une nouvelle équipe que c'est que d'escalade traditionnelle. Parce que je trouve que l'escalade trad, elle n'est pas assez mise en avant, qu'il y a vraiment une envie de cette pratique et qu'il n'y a pas assez de moniteurs qui encouragent ça. En tout cas, des fois, c'est difficile hein, de promouvoir cette partie de l'activité. Donc moi, j'ai envie de continuer à faire ça, de pouvoir être polyvalente, de pouvoir faire plusieurs choses en même temps, mais surtout d'avoir le temps. En saison, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on fait une saison de Via Ferrata et qu'on a besoin de gagner de l'argent, ben, du coup, on ne prend pas le temps avec nos clients. Il faut aller vite, il faut faire plusieurs rotations, et voilà. Donc beaucoup de moniteurs ils sont confrontés à ça. Un moniteur d'escalade, l'été, il ne peut pas vraiment travailler qu'en escalade. Il y a vraiment la Via Ferrata qui est plus rémunératrice. Et j'ai envie aussi d'avoir le temps quand j'encadre mes élèves, quoi, en club ou en salle. J'aimerais aussi que mes clients, élèves et stagiaires soient conscients des risques qui comportent notre activité en acceptant leur part de responsabilité. Ça, c'est encore un autre volet. Aujourd'hui, l'escalade, elle est de plus en plus vendue comme une activité sans risque, une activité qui pourrait devenir aseptisée, en fait, faire croire qu'elle peut devenir aseptisée. Pour moi, je trouve que c'est une erreur. On a un public qui est de plus en plus urbain, qui est moins sportif.
Ça s'est beaucoup démocratisé, chose qui est super, parce que c'est super qu'il y ait plein de monde qui fasse de l'escalade. C'est une activité hyper complète et intéressante à beaucoup de niveaux. Mais par contre, ça pose un problème que ces personnes-là ne soient pas bien formées ou éduquées à notre activité. Ils n'ont pas les codes, en fait. Donc du coup, on ne peut pas porter toute la responsabilité de l'activité. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des moniteurs qui se confrontent à des problématiques où il y a un petit accident où le moniteur n'est pas vraiment en faute, mais aujourd'hui, un de tes élèves ou de tes clients, il va se retourner contre toi. Et un juge peut retenir que tu es en défaut parce qu'il y a eu une petite négligence. Donc nous, on a un exemple, il y a un moniteur qui a été interdit d'exercer pendant 6 mois, il n'y a pas eu d'accident grave, il y a eu un nœud de bout de corde qui n'a pas été fait, mais c'est un public d'adultes qui suivait depuis longtemps, il avait donné les consignes, et c'est cet élève qui a oublié de faire le nœud bout de corde, et du coup qui est tombé d'1 mètre. Il a été quand même interdit d'exercice pendant 6 mois. Donc ça, c'est un cas vraiment exceptionnel, c'est assez nouveau, mais moi, ça me fait peur pour le futur, en fait. Je me dis, comment je vais pouvoir faire mon métier en disant aux gens, vous avez 0 risque. C'est pas possible, en fait. Donc aujourd'hui, ça passe aussi par cette responsabilité. C'est que les pratiquants, il faut aussi qu'ils soient conscients et responsables, qu'ils assument cette partie de responsabilité. Et qu'on trouve aussi une gestion équilibrée entre l'explosion des pratiquants et nos enjeux environnementaux sur les sites naturels pour pouvoir en profiter de manière durable. On se confronte aussi à des grosses problématiques d'accès aux sites. Ça veut dire que dans les parcs nationaux des Calanques, ils ne veulent plus qu'il y ait des activités de pleine nature. Donc du coup, plusieurs fois, on a failli avoir l'escalade interdite. Donc il y a beaucoup de pros locaux qui se battent contre, mais ça passe aussi par le fait que les moniteurs, il faut aussi qu'ils aient un rôle important dans cette partie-là, d'éducation, de sensibilisation, de respect de la nature et de trouver une gestion qui est difficile à trouver entre l'augmentation de la pratique, parce qu'on est plus nombreux, et ça on ne peut pas le changer, et une gestion durable des sites. Et ce que j'aimerais aussi, c'est que tous les moniteurs et monitrices soient payés à travail égal, salaire égal. En fait, qu'il n'y ait pas des grosses différences d'écart, pour qu'il y ait vraiment pour que ce soit un métier épanouissant et éviter un peu la précarité, parce que ça devient de plus en plus précaire. Et j'aimerais pouvoir amener mes élèves à Elfroide. Et ce qui risque de se passer, c'est ma dernière slide, et je passe la parole à Fred et Sylvain. Ce qui me fait peur, en tout cas, ce qui nous fait peur un peu aux moniteurs, c'est de trouver des moniteurs qui travaillent hors prérogatives et hors compétences. C'est en train d'arriver de plus en plus, parce que c'est tellement difficile, quand tu as passé une formation, d'après te dire « Ah mais non, mais en fait, je ne peux pas travailler ». Donc, il y a aussi des employeurs qui emploient des moniteurs, ils les font travailler hors prérogatives. C'est en train d'arriver, et ça, c'est très grave. Donc, des gens qui n'ont pas un diplôme d'enseignement et qui se retrouvent à faire l'enseignement ou autre. Ou qui n'ont pas le droit d'aller en site naturel, ils vont en site naturel. Par exemple, un CQP qui ne peut pas aller en site naturel, s'il passe un initiateur SNE et il est salarié, du coup, il a les compétences pour encadrer, en théorie bénévolement, mais comment c'est flou, un employeur pourrait lui faire travailler en site naturel. Donc, des situations comme ça sont en train d'apparaître, et je trouve que c'est quelque chose à vraiment être prudent. Ce qui risque de se passer, c'est un métier qui devient de plus en plus précaire. Une explosion des pratiquants, ça je vous l'ai dit déjà avant, moins sportifs et qui n'ont pas les codes. Donc plus d'accidentologie aussi, potentielle. Et plus de recherche de responsabilité du moniteur. Des falaises classées en terrain d'aventure, non entretenues et fermées à la pratique, ça c'est ce que je vous ai dit aussi. Et par contre, ce qui risque de se passer aussi, c'est qu'on puisse emmener nos élèves et clients à Elfroide, parce qu'on va continuer à se battre pour ça. Voilà, merci beaucoup. Peut-être... Est-ce que vous avez des commentaires à faire, des questions avant que Fred fasse sa partie de la présentation ? Alors, si quelqu'un le dénonce, il risque grave, parce qu'après, c'est la direction de la jeunesse et sport qui va aller faire un contrôle.
Et donc, on a eu un cas là aussi. On a eu un cas d'un club qui a embauché un moniteur qui n'avait pas de diplôme dans l'enseignement et il a embauché pour ça. Donc, du coup, il a été dénoncé. On n'a pas encore la suite, mais il peut être vraiment embêté, en fait. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point. Je vais compléter sur une réponse plus réglementaire avec mon statut un peu d'agent de l'État. On rentre dans ce qu'on appelle l'exercice illégal de la profession d'éducateur sportif. Et ça, c'est prévu dans le code du sport, c'est-à-dire il y a une sanction pénale qui est prévue. Donc alors de mémoire, c'est 1 an d'emprisonnement. Hein ? 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Merci Valentine, ma collègue du CREPS, qui suit plus la réglementation que moi. Voilà. Donc, mais faut-il qu'il y ait contrôle, etc. Hein. Mais juste le fait qu'il y ait un contrôle, ou peut-être... Alors, ça peut venir d'une dénonciation aussi, enfin, tout est possible. Hein. Mais voilà, ce contrôle et ce constat peut suffire à engager les poursuites. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément qu'il y ait un accident ou voilà. Et ça peut être assorti, et c'est souvent assorti d'une mesure administrative d'interdiction d'exercer. Merci. Qui a d'ailleurs, elle, est beaucoup plus... Elle est immédiate, alors que la justice, ça met du temps, et la sanction pénale peut être prononcée bien après, alors que l'administratif, c'est de suite, quoi. Merci Valentine. D'autres questions ? Réactions ? Merci Nadia pour cette présentation du métier. On aurait pu faire, d'abord on parle de la formation et puis après du métier, parce que c'est l'ordre logique, sauf qu'on va voir justement, ce que j'essaye de faire passer, c'est que pour que la formation colle à la réalité de métier, on doit s'inspirer de ce qui se passe sur le terrain et avoir les remontées des professionnels, d'où le partenariat qu'on peut avoir. Voilà, on travaille en collaboration, on n'est pas toujours d'accord avec Nadia, hein. Bon, on l'est de plus en plus maintenant quand même, ça va bien, on est souvent d'accord. Le lien, tiens, on a parlé réglementation, ça va être un petit peu l'introduction. C'est vrai qu'on est sur des professions qu'on dit réglementées. C'est la profession d'éducateur sportif. Donc, a priori, pourquoi on demande un DGEPS ? C'est ça un peu le sens de mon intervention. Diplôme d'État, c'est-à-dire l'État... il y a quelques décennies, ça fait fort longtemps d'ailleurs, a décidé de protéger les pratiquants en obligeant ceux qui enseignent les activités physiques et sportives de manière rémunérée à être titulaires d'un diplôme qui garantit leurs compétences en termes de sécurité. Ça, c'est le cœur de la loi. C'est pour ça que pour bosser en escalade et gagner de l'argent, on va vous demander forcément une qualification. On est parti d'un système qui était relativement simple, il y avait des brevets d'État, c'était l'État qui formait, c'était assez simple. Et là, bon, voilà, hein, dans notre dynamique de libéralisation, voilà, on a ouvert un peu ce marché de la formation, on a fait sauter ce monopole d'État, ce qui explique que plein d'autres qualifications permettent aujourd'hui d'encadrer l'escalade. Bon, je ne reviens pas dessus, Nadia les a citées. Moi, je vais juste témoigner sur un DGEPS, sur les deux, et celui qui se déroule dans ce qu'on appelle l'environnement spécifique, hein, le DGEPS escalade en milieu naturel. Parce que l'environnement spécifique, ça, l'État a gardé le monopole de formation. Et c'est pour ça que notre établissement, hein, le CREPS, qui est un établissement public du ministère des Sports et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, peut l'organiser. Bon, il n'y a pas la fédération, mais j'aurais dit la même chose. À un moment, s'il y a 2 DGEPS, c'est aussi que sur le marché de formation, il y avait des carottes, il y avait une partie du panier à prendre, ce qui explique qu'on est la seule discipline en France à avoir 2 DGEPS pour une même discipline. Bref, passons. Un DGEPS, c'est un niveau, vous allez voir, c'est important pour la suite, c'est un niveau Bac+2, un niveau 5 européen, et c'est un diplôme, du moins celui qu'on propose, qui est exigeant dans les prérequis. C'est-à-dire, on va demander, hein, peut-être certains sont déjà diplômés, non, il y a des diplômés ou pas ? Il y a des jeunes diplômés, des diplômés moyens et puis des vieux diplômés. Ouais, c'est un diplôme qui est passé niveau Bac+2 et où on a des prérequis, c'est relativement exigeant. Pour entrer sur un DGEPS, ceux qui l'ont vécu, c'est un test probatoire, c'est une liste de courses, on demande plein de choses. C'est un peu initiatique, mais c'est pas pour nous, c'est pas pour faire le tri, hein. Enfin, si, une certaine forme de tri. Nous, on n'a pas de problème pour accueillir des effectifs.
Ce qu'on veut, c'est qu'on ait des gens qui entrent en formation avec une expérience de la pratique et une forte culture de la pratique. Parce qu'ils viennent là, la finalité du diplôme, c'est bien de transmettre une passion, transmettre ce qui a construit le pratiquant. Voilà, moi, quand je suis passé BE à l'époque, j'étais un passionné. Un jour, j'ai voulu transmettre. Parce que cette passion, elle m'a épanoui, elle m'a construit. Et cet aspect positif, c'est ce que je veux transmettre. Donc on va s'assurer par l'exigence d'entrée, voilà, qu'on a des gens qui savent bien ce que c'est l'activité, et puis surtout qui seront dépositaires de la culture de l'activité. Donc cette notion d'expérience de passion préalable est fondamentale, et de motivation à la transmission. C'est pour ça aussi que maintenant on a un peu des fils, des tests de sélection, où on voit un petit peu que les gens qui viennent se former comprennent qu'ils ne seront pas payés pour faire de l'escalade et pour faire des croix. Ça ne sera pas le cœur de métier ce qui va les faire manger. Ça sera plutôt d'accueillir des classes, des petits jeunes, entraîner d'autres jeunes. C'est bien cette notion d'encadrement, d'éducation qui sera mise en avant. Sur la philosophie de formation, je vais y aller de manière très générale. Nous, on va après avoir un rôle, une fois que le stagiaire entre en formation. On est un service public et c'est vrai qu'on va avoir à cœur, et c'est important, de former, d'amener de la compétence. Ça, c'est essentiel. De certifier au nom de l'État. Donc oui, il y a la formation, il y a les examens, voilà. Il y en a plein maintenant, je crois, il y a 8 évaluations sur le cursus. Mais ça va être aussi d'accompagner. Et ça va faire le lien un petit peu avec ma présentation. On va accompagner dans un premier temps, chercher du financement, aider le stagiaire à s'organiser. Parce que comme je dis en début de formation, un DGEP, c'est long, c'est cher, c'est difficile. Donc ça fait un peu peur quand même quand on arrive. Mais nous, on est quand même là. Et puis c'est vrai, voilà, je parle de financement. La région, voilà, on a des partenariats avec la région pour financer. On trouve des contrats d'apprentissage avec des structures diverses et variées, etc. Mais ce rôle d'accompagnement est fondamental sur un autre plan, c'est sur le plan du projet professionnel. Parce que pour moi, une formation n'a du sens, construire de la compétence n'a du sens que si l'étudiant, le stagiaire, a une perspective derrière. C'est-à-dire, on va être relativement ouvert sur ce que veut faire le stagiaire de son métier. Alors, il y en a, ils savent très bien ce qu'ils veulent faire quand ils entrent en formation. Il y en a d'autres, c'est beaucoup plus flou. Mais voilà, cette formation, l'idée, c'est de les aider à trouver leur place future dans le milieu pro, d'en découvrir les différentes facettes. Et pour ça, on s'appuie sur ce qu'on appelle le principe d'alternance, qui est dans beaucoup de métiers, mais qui se développe de plus en plus sur le sport, c'est-à-dire il y a la formation à l'école avec nous, il y a la formation dans le milieu professionnel. Et c'est pour ça que nous, déjà, premier point, on est obligé de travailler avec les structures pro et leur représentation. Parce qu'on doit envoyer nos stagiaires découvrir la vraie vie, le vrai métier. Ce qui veut dire aussi qu'on ne doit pas avoir une vision dogmatique du métier, nous, en tant que formateurs. On voit ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible, on évalue les tendances sociétales, etc. On est tout le temps en veille. Mais par contre, on doit faire preuve d'ouverture. On doit faire attention à ce que le stagiaire, son projet, il puisse le conduire sans qu'on lui mette des freins, parce que peut-être tout simplement par méconnaissance de notre part du champ qu'il veut investir ou des réseaux qu'il veut investir. Pour revenir sur la formation, on va bien sûr former, et ça c'est l'image qu'on a et qu'on avait beaucoup avant, c'est on forme un éducateur sportif, un expert de la technique et de la péda, voilà, le moniteur d'escalade, il emmène des gens sur les falaises ou ailleurs, il gère de la sécurité, du matériel, il gère de l'apprentissage. C'est un éducateur sportif. Dès la création du diplôme, c'était bien un brevet d'état d'éducateur sportif. Ça n'a pas changé. Par contre, dans l'histoire un petit peu du métier, et ça, Nadia l'a très bien mis en évidence, c'est le développement de la pratique. Lui, il s'est complexifié. Et la manière d'exercer le métier s'est complexifiée. Maintenant, on a une pression du milieu environnemental, ça c'est une pression sur nos sites, on a les autres usagers, on a des réglementations de plus en plus rudes, on a des concurrences entre nous, moniteurs, entre les moniteurs qui s'exacerbent, on s'aperçoit que c'est de plus en plus compliqué à la fin du trimestre de faire ces déclarations impôts, URSSAF, enfin je m'y perds, parce que moi c'est assez simple, je suis fonctionnaire, mais voilà. C'est la petite calculette en bas, là. Donc c'est de plus en plus compliqué. On a des attentes de public qui se complexifient, des phénomènes de surfréquentation, etc., etc.
Donc au-delà de former purement à l'enseignement et à la technique, nous, on doit s'attacher à former nos moniteurs sur ces champs un peu différents. Alors, on partait pas de zéro, parce qu'il y a plein de moniteurs. On n'était pas trop formés là-dessus avant. Hein. C'était très court, hein, les contenus. Et ça a évolué, mais ça ne veut pas dire qu'on sort une nouvelle génération de moniteurs qui savent mieux faire que les autres. Non. La plupart des moniteurs ont su s'intéresser, développer d'eux-mêmes et ont eu un rôle énorme de structuration de la pratique. Un petit clin d'œil parce que j'illustre toujours cette photo de salle d'escalade qu'on voit à gauche de l'écran. Et du coup, le concepteur, le développeur, le constructeur, il est dans la salle. Donc ça me fait un grand plaisir. Merci François. Mais voilà, c'est un témoignage d'un professionnel qui a su construire l'activité, mais aussi en lien avec un territoire, parce qu'il y a des scolaires qui viennent, etc., etc. Donc nos moniteurs, ce n'étaient pas juste des performeurs et de bons enseignants. C'est aussi eux. Combien de falaises ont-ils équipées depuis X décennies? Quand vous grattez derrière les falaises, il y a souvent un moniteur, un professionnel. Quand vous grattez derrière une salle d'escalade, c'est pareil. Le nombre de clubs qui se créent, qui se structurent sur la base du volontariat d'un moniteur également. Voilà, nos moniteurs sont présents et développent la pratique. Et nous, maintenant, c'est des composantes. On favorise ça. On a une formation plus exigeante, plus longue. Donc, on a pu mettre des contenus en face. Je ne vais pas les décliner là, hein, parce que ça serait trop précis et exhaustif. Et puis, il y a le stand hein, pour poser des questions aussi. Hein, ne vous inquiétez pas. Et puis, il y a des moniteurs ici pour témoigner. Mais voilà, c'est important d'intégrer ces composantes dans la formation. Donc ça, c'est pour l'illustrer, nous, qu'on part aussi de ce qu'on a observé sur le terrain. Donc le moniteur, c'est quelqu'un voilà, qui doit savoir sur lequel on va compter pour structurer, développer, entraîner, éduquer. Je vais aller guère plus loin sur ma présentation au niveau de diapo, parce que je vais, comme le temps tourne, c'est surtout faire le lien avec ce que je vous présente, et puis un petit peu l'avenir que vous voyez, l'avenir entrevu par Nadia. Je ne suis pas très inquiet pour les DGEPS, tels qu'on les forme aujourd'hui. Du moins le DGEPS, c'est ce qu'il y a de milieu naturel. Pourquoi ? Tant qu'on maintiendra cette exigence, c'est-à-dire en gros d'avoir des gens qui sont polyvalents, des gens qui savent travailler sur tous les terrains. J'ai mis au naturel, mais pas que, parce que la SAE, c'est une partie énorme de la formation. Du DGEPS, c'est ce qu'il y a de milieu naturel. C'est quelques heures avec le CREPS, mais c'est beaucoup d'heures dans l'alternance. Donc on a des gens, et puis on les forme à ça, ils savent ouvrir, ils savent encadrer en SAE, ils savent gérer, accueillir, compter, faire les factures, calculer les TVA, les machins, commander des prises, voire même choisir les belles prises. Parce que c'est des gens qui ont cette polyvalence de pratique à la base et qu'on a entretenu, conforté, voilà, perfectionné à l'occasion de la formation. Et puis, bien sûr, certifié. Donc, c'est des gens qui ont un vrai métier derrière. Métier au sens large. C'est-à-dire que l'escalade, ils peuvent en vivre, comme je ne sais pas les moniteurs ici, mais je pense qu'il y a des moniteurs d'escalade ici, et pas des moniteurs d'escalade et de canyon. Hein. Je fais le différentiel quand même. Il y a des moniteurs qui vivent que de l'escalade à l'année, et c'est la plupart. Nos enquêtes d'insertion post-diplôme montrent c'est 80% dans les 6 mois qui bossent de l'escalade. Et les retours qu'on a sur la formation canyon sont relativement faibles. C'est-à-dire que la plupart trouvent en fait leur place sur l'escalade uniquement, donc sur la discipline. Donc ça, c'est très intéressant. Et c'est parce qu'on les outille dans cette stratégie de polyvalence à empiler des niches économiques. Certains vont arriver à trouver un métier, voilà, un emploi. J'appelle ça de l'emploi, voilà, dans une salle privée, à temps plein, etc. Soit. D'autres vont être sur de l'empilement de niches économiques. Et tant qu'on maintiendra ça, la concurrence des autres diplômes, pour moi, oui, ça va grignoter un petit peu, mais ça ne va pas forcément mettre en péril nos moniteurs. Voilà, c'est quelque chose voilà, que je tiens à dire, parce que souvent, après, on est un peu pessimiste hein, là-dessus. Mais il faut quand même... On a des experts. Parce qu'un CQP, c'est un job d'été pour moi. Hein. Je n'ai pas honte de le dire. Hein. De toute façon, c'est limité dans le temps, pour l'instant. Ça va peut-être changer. Non, ça y est, c'est tombé. Ça va tomber d'ici une semaine ou deux. Bon. C'est pas écrit, mais ça reste des emplois. On peut dire, oui, j'ai déjà entendu, ouais, dans ma salle de bloc, j'ai besoin de gens, ils n'ont pas besoin de savoir utiliser des cordes, etc. Ils ont besoin de savoir enseigner l'escalade. Bah, est-ce qu'on va faire un diplôme pour ça ?
Est-ce que c'est pas plus intéressant d'avoir quelqu'un qui, qui fait ce boulot-là, et puis qui est capable, par contre, d'emmener les jeunes, d'emmener ses publics, découvrir le milieu naturel, découvrir autre chose, fidéliser une clientèle sur d'autres produits, etc., etc. Voilà. Je vais en terminer là, et puis je vais passer la parole à Sylvain pour qu'il puisse exprimer un petit peu la philosophie par rapport au terrain, aux formes de pratique qu'on peut mettre en avant sur notre nouveau format de diplôme. Je pense que j'allais prendre un peu la parole après Fred, mais il a tellement déblayé tout le sujet que j'ai plus grand-chose à dire. Si ce n'est que nos nouveaux DE, justement, par rapport aux anciens BE, les anciens BE ont été énormément siphonnés par le Canyon. Et là, les nouveaux DE qui rentrent, donc depuis, on est à la promo 10, sont uniquement consacrés, maintenant ils appellent ça eux-mêmes les activités sèches, et à telle enseigne que les anciens BE se disent « Ah, c'est bien ce que vous faites en escalade, là, l'été, vous avez développé une arête par-ci, une école d'escalade par-là, une grande voie par-ci. » Et donc voilà, là on a ces territoires qui sont réappropriés par les grimpeurs. Après, pour revenir sur ce que disait Fred, en effet, l'élargissement du champ de compétences, la possibilité de faire plusieurs choses sur différents domaines, permet vraiment de balayer une même clientèle sur plusieurs champs. Et donc, c'est une employabilité qui est très intéressante. Et on a justement aussi là des DE escalades qui vont rester dans des régions où, a priori, il n'y avait pas de rochers. Le quart monde du Roc est au nord-ouest. Et ils restent au nord-ouest et ils travaillent très très bien. Ils travaillent très très bien parce que justement, ils développent tous les champs de l'activité et ils sont très peu nombreux. Après, nous, on est dans les axes de formation sur la spécificité terrain, un petit peu technique. On a accentué énormément l'accompagnement en grand itinéraire, équipé, non équipé, avec du public support, comme ça se faisait au niveau du guide de haute montagne, ce qui ne se faisait pas avec le BE. Et ce qui fait qu'après cette année de formation écart, on va dire, ça dure 1 an écart, nos stagiaires partent vraiment désinhibés par rapport à ça, alors que nous, moi j'étais dans la première formation après les 3 ans du BE alpinisme option escalade, donc la première formule BES. Pour nous, encadrer en grande voie, à l'époque, c'était vraiment l'Eldorado, quoi. Il fallait avoir fait avant beaucoup d'écoles d'escalade, une longueur, et puis progressivement extraire de tout ça à une clientèle, en gros une personne ou un couple pour faire une grande voie. Ça n'arrivait qu'au bout de 5-6 ans. Et maintenant, c'est vrai qu'ils sont complètement désinhibés et on en trouve, voilà, moi, il y a 3 ans, j'ai trouvé quelqu'un qui avait fini son diplôme 2 ans avant et qui était en Jordanie sur la même voie que moi. Moi avec mes clients et lui avec les siens, une autre fois dans les Calanques, etc., une autre fois à la Sainte-Victoire. Donc ça, c'est toujours très plaisant à voir. Et enfin aussi, pour rejoindre Fred et Nadia, alors c'est vrai qu'on n'est pas trop inquiet, déjà par le fait de l'explosion de la demande en escalade qui va survenir, et surtout que l'escalade va devenir de plus en plus aventureuse, alors même qu'on met seulement un pied dehors, et que nos DE escalade milieu naturel auront toute leur pertinence, leur intérêt, ne serait-ce que tout simplement pour aller grimper dehors, et pour éduquer, faire appréhender ce milieu extérieur à toutes ces populations qui vont arriver, et qui font exactement la même activité que nous, à partir du moment où on lève le 2e pied du sol et on tend la main vers le haut, on s'élève. Donc pour moi, dans une vision un peu universaliste de l'escalade, ce sont les mêmes pratiquants et notre mission aussi à nous, c'est que nos moniteurs éduquent justement tous ces nouveaux pratiquants et les amènent à l'extérieur tout en grimpant aussi à l'intérieur. C'est pas du tout un discours clivant, mais voilà, on a toute cette éducation qu'on fait et donc avec l'olympisme qui apparaît, je pense qu'on a quand même des belles années à venir et de toute façon, nous, on a une demande qui explose, on a une demande régulière, ascendante pour devenir moniteur d'escalade. Et je voulais ajouter un truc. Je voulais rebondir par rapport à ce que vous avez dit. C'est vrai que j'ai posé un scénario un peu pessimiste et que ce n'est pas si pessimiste du tout. C'est un peu les problématiques et les préoccupations des moniteurs sur le terrain. Mais je pense qu'on est dans une transition de cette période où il y avait les BE, qui avaient le canyon et que beaucoup, du coup, ils n'ont pas trop développé l'escalade parce qu'il y avait la facilité du canyon et que maintenant, avec les nouveaux DE, escalade en milieu naturel,
qui arrivent sur le terrain, ils sont obligés, entre guillemets, de développer leur activité pour vivre à l'année, et que c'est ça qui est en train d'impulser, en fait, comme il disait Sylvain, une partie de l'activité qui était moins développée avant. Donc tout ce qui est plus grandes courses et des courses d'arrêt, des trucs comme ça. Donc je pense que cette partie-là, c'est vrai que peut-être que finalement, les deux escalades en milieu naturel, ils vont se retrouver plus là-dedans, et ça, les CQP, CS, tout ça, ils vont être plus dans la partie salle d'escalade. C'est un peu comment c'est en train de, peut-être, le scénario possible. Après, je pense que les moniteurs d'escalade, ils aiment quand même travailler dans les clubs. Moi, j'en connais plein. On est beaucoup investis dans les clubs, et ça reste quand même une partie très gratifiante de notre métier. On vous laisse réagir, 5-10 minutes, sur le temps qui nous reste. Ou des témoignages des pros qui sont dans la salle. Bonjour. On en est où au niveau de l'altitude? Parce que j'aimerais bien, avant la retraite, pouvoir, non pas emmener des gens, mais que les gens de mon club, puissent aller au-dessus de 1500 mètres sans être obligés de payer grassement un guide. C'est la question, ouais, c'est la question qui revient tout le temps, dans tous les sujets, dans tous les présentations. Pourquoi, à un moment donné, il ne se passe pas quelque chose là? Ceux qui ne savent pas, j'ai été présidente du syndicat de 98 à 2002. Faute de cause, personne ne voulait y être. C'est pas, voilà. Et là, on avait augmenté les cotisations syndicales justement pour payer un avocat. Parce qu'il y a quand même un truc, moi, qui me démonte, c'est qu'on n'a ni piolet, ni crampons, ni neige, ni glace. Il n'y a pas besoin d'en rajouter, quoi. Je veux dire, les 1500 mètres, on est bon. C'est sûr qu'avec le réchauffement de la planète, on va retrouver des blocs assez bas, mais voilà, et on ne va pas grimper à Céuse. On avait négocié avec Céuse. La seule chose pour Céuse, enfin je ne sais pas si vous l'aviez su, mais les guidos, donc il n'y avait que les guides qui pouvaient emmener des clients à Céuse, et en fait ils étaient prêts à nous laisser Céuse, mais pas à Alfroide, parce que Céuse, il y a de la marche. Donc quand on fait une école d'escalade à Céuse et qu'il faut monter, et que l'après-midi, ils se tapent leur montée en refuge pour aller le lendemain faire une course, là, ils étaient prêts à négocier. Et puis après, le brave monsieur, il est décédé, donc le président, mais enfin, il a dû se faire taper sur les... Et ça avance pas alors? Alors, je vais juste préciser deux choses. On a la chance d'avoir les deux seules présidentes historiques du SNAPEC, ancien SNBE, dans la salle, ce qui est assez rare. Nadia et Françoise. Non. Ensuite, pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, c'est que on a parlé de prérogatives et de compétences. Nadia en a parlé tout à l'heure. Voilà, typiquement, un DGEPS escalade en milieu naturel, l'État ne lui donne droit d'exercer qu'en dessous de 1500 mètres d'altitude. Quel que ce soit du bloc, de la falaise, grande voie, terrain d'aventure, et la via ferrata. Voilà, dès qu'on est dehors. Dès qu'on est dehors. En salle, on y échappe, heureusement. Voilà. C'est historique. Avant, c'était 800 mètres, donc c'était exit Presles, le Verdon. Voilà, on n'avait pas le droit d'y travailler. Et sous l'action. Si je peux me permettre, c'était pour que les guides, parce qu'en fait, quand le diplôme, ça s'appelait comment notre premier diplôme? Éducateur sportif, non, brevet d'état d'alpinisme à option escalade. Et en fait, ça avait été fait parce qu'il y avait une demande en escalade, mais que les guidos ne voulaient absolument pas. Et voulait se préserver des vallées. Donc en faisant 800 mètres, il n'y avait pas le Verdon, il n'y avait pas plein de choses. Voilà. La profession sort de la côte des guides. Voilà. Dieu a façonné le moniteur d'escalade en prenant une côte de guide. Bref, voilà. Donc il y a ce sujet pesant des 1500 mètres où, comme l'a dit Sylvain, on explore de plus en plus les terrains non aseptisés. On commence à développer de la course d'arête, des terrains qui était déjà un petit peu exploité par les moniteurs, mais là, on avance beaucoup là-dessus. Et il y a toujours cette limite d'altitude qui commence à fortement peser. En plus, qui est très mal comprise, parce que les plus réactifs, les DE Canyon, ne sont pas limités en altitude, par exemple. Voilà, il y a des anomalies comme ça. Les licences TAPS ne sont pas limitées en altitude. Les CQP, pour l'instant, ils restent dedans, c'est bon, pour l'instant. Bref. Un Doc STAPS, il a droit d'aller 1500 ? En site sportif. Oh putain, pardon. Voilà.
Donc, certains moniteurs BE Escalade utilisent leur licence STAPS, ont ressorti leur vieux diplôme STAPS pour avoir une carte pro et pouvoir bosser en station à 1007 ou autre. Enfin bon, on tombe dans quelque chose, voilà, même si je parle un peu au nom de l'État, c'est quelque chose qui est complètement débile. J'ai pas honte de le dire. Et aujourd'hui, alors pour répondre à Snoop, parce que c'est les pros qui vont répondre, je vais laisser la parole à Nadia, c'est juste qu'il y a quand même un consensus entre les différents CREPS, centres de formation, les organisations, enfin le SNAPEC actuellement, où on pousse comme on peut pour revoir cette limite. Bien sûr, nous, on ne peut pas attaquer notre propre employeur au tribunal administratif ou faire des recours. Par contre, en ce moment, on travaille sur une enquête métier pour pouvoir mettre en évidence qu'il y a un manque, que c'est important de pouvoir y bosser, que les compétences sont là chez les moniteurs. Et après, sur les aspects plus de recours, je laisse la parole à Nadia. Oui, donc c'est vrai que c'est difficile de faire avancer ce dossier. Donc historiquement, il y a eu plusieurs moments où ça a failli déboucher sur une négociation, parce que ce qui est un peu illogique, c'est que finalement, nous, on demande au ministère de changer la loi, mais le ministère ne le fait pas parce qu'il pense qu'on n'a pas raison, c'est simplement parce que les guides font de la pression de l'autre côté. Donc au final, on se retrouve à devoir discuter avec les guides quand nous, notre interlocuteur, c'est le ministère. C'est le ministère qui doit faire évoluer la loi. Donc il y avait eu plusieurs tentatives de négocier une liste de sites. D'accord, les guides, ils ont toujours voulu faire ça, mais ça ne convenait pas aux moniteurs. Le syndicat, à un moment donné, ils ont discuté sur une liste, mais ils proposent des sites qu'eux, ils ne veulent pas et que ce n'est pas forcément ce que nous, on veut. Surtout que, déjà, le principe de limiter à 1500 mètres est complètement illogique. Donc, négocier une liste aussi par principe, c'était quelque chose que le syndicat, jusque-là, ne voulait pas faire. Ce qu'il voulait, c'était enlever cette limite et après établir une limite de prérogative qui soit basée sur le terrain, comme les AMM. Les AMM et les guides, ils ont une différence de terrain. Ils ne vont pas sur la neige, la glace, voilà. Donc, où on en est maintenant ? Il y a 1 an qu'on a fait une requête au Conseil d'État. Vu que le ministère ne voulait pas bouger, on a été au Conseil d'État. Donc, on a pris un avocat, tout. Et le Conseil d'État a refusé notre requête. Ça veut dire ils ont dit... non, on ne vous donne pas raison parce que même si on voit que c'est une problématique, ça ne touche pas à cette professionnelle, en gros, et les moniteurs d'escalade ne peuvent pas aller sur la neige et la glace. Bon, complètement hors sujet, on n'a jamais demandé ça. Donc en gros, ça c'était les 2 arguments pour lesquels ils ont dit non, on ne va pas changer la loi tout de suite. Donc bien sûr, ça a un peu arrêté au niveau de notre force contre le ministère. Et là, les seules options qu'on a, c'est de faire de la communication, de que tout le monde en parle en fait. Donc il y a eu plusieurs initiatives de pro-locaux, surtout dans la Savoie et la Haute-Savoie, parce que là-bas, ils sont vraiment très concernés. Il y a beaucoup de cités sportifs et via ferrata, sans parler des grandes voies qui sont au-dessus de 1500 mètres. Donc, du coup, ils ne peuvent pas travailler dans ces endroits-là. Et au niveau du syndicat, on a pas mal de pistes. Moi, cette année, je suis allée voir le SNGM. Voilà, ils ont changé de président. Je me suis dit, peut-être que ça va changer les choses. Et voilà, on est en discussion. Peut-être qu'on pourra déboucher sur quelque chose. Mais voilà. Il y a d'autres pistes de travail, mais pour l'instant, je ne peux pas les annoncer parce qu'on ne les a pas encore mises en place. Ouais, alors, ce que je vais dire, ce n'est pas un encouragement à transgresser la loi, donc surtout ne prenez pas mon discours en tant que tel. Mais en revanche, pour rassurer quand même les gens, il n'y a jamais eu de décision de justice où un moniteur d'escalade serait pénalement tenu responsable et condamné parce qu'il a été pris à 1600 mètres d'altitude. Il n'y a pas de relation en termes juridiques entre une altitude et une absence de compétences. Voilà. En effet, mais c'est parce que aussi il n'y a pas eu un gros accident au-dessus de 1500 mètres. C'est là que, comme il n'y a pas vraiment de jurisprudence sur ça, on ne sait pas. Mais est-ce qu'un juge serait prêt à punir un moniteur, un professionnel qui était au-dessus de 1500 mètres ? Ouais, c'est la question qui se pose. Juste, en effet, c'est quand même une circonstance aggravante, au même titre que le cahier EPI peut être contrôlé alors même que l'accident est lié à une crue. Le matériel a beau être neuf, la crue est passée dessus, on va vérifier. Donc, en effet, il n'y a pas eu de gros accidents au-dessus de 1500 qui ne nous permet pas, pour l'instant, il n'y a pas de jurisprudence.
Je prends ma casquette. Donc moi, je suis formateur au CREPS depuis plus de 25 ans, en tant que travailleur indépendant maintenant avec Fred contractuel, mais je suis aussi guide haute montagne. Donc ils ne sont pas forcément grassement payés, Françoise. Voilà. Alors il y a beaucoup de guides qui sont tout à fait ouverts à l'augmentation de prérogatives des moniteurs d'escalade. Hein. Ça peut paraître un combat d'arrière-garde. Moi-même, j'étais au syndicat un peu avant Françoise et quand on allait aux sections permanentes de l'alpinisme, on nous disait qu'on n'avait rien à y faire parce que la montagne, c'était la montagne. À l'époque, j'étais que moniteur d'escalade. Maintenant, de ce qu'on vous a expliqué, dans la formation, on n'a pas les prérogatives, mais par contre, les compétences ont été énormément développées. Donc tout ce qui est justement environnement, tout ce qui est approche, tout ce qui est carto, tout ce qui est secours, voilà, orientation qui n'existait pas avant. Donc ça, c'est un vrai point. Maintenant aussi, inversement, chez les guides, il y a un vrai problème avec le réchauffement climatique. Et il y a énormément de guides qui descendent à partir du mois d'août dans les zones basses. Donc là, il y a une aspiration à s'élever chez les moniteurs d'escalade, mais il y a aussi, hélas, une aspiration à descendre chez les guides, qui est récente. Hein. Mais le réchauffement climatique est très très rapide en haute montagne. Et on a beaucoup de guides, alors que ce n'était pas vrai il y a 5 ans en arrière, qui par exemple veulent passer une qualification canyon, alors même qu'ils ont 1 an de pratique. Et puis tous les guides, d'une manière générale, à partir du mois d'août, beaucoup veulent descendre dans les vallées. Donc là, même si Dorian Labbé, le nouveau président du syndicat, est jeune et dynamique, voilà. Oui, simplement, je voulais répondre à ce que compléter ce qu'il disait Sylvain. C'est que, en effet, dans mes discussions avec Dorian, le président du SNGM, même lui, il en est conscient. Donc, le SNGM est conscient qu'il y a beaucoup de moniteurs. Il m'a annoncé 50% des moniteurs, ils seraient prêts. Aujourd'hui, ils sont plus contre à que les prérogatives évoluent. Donc, ça fait quand même beaucoup plus qu'avant. Donc, c'est vrai qu'il y a un changement dans la mentalité des guides. Il y a beaucoup plus de guides jeunes. Il y a des guides aussi qui viennent beaucoup du BE. Donc, du coup, qu'ils ont vécu ça et qui sont plus solidaires avec notre situation. Et après, voilà, je reste quand même assez positive. C'est vrai que là, il y a des questions qui se posent. Si on veut travailler au-dessus de 1500 mètres, il va falloir discuter de beaucoup de choses avec les guides. Ça veut dire qu'eux, ils descendent, en effet. Donc, eux, ils viennent en canyon avec nous. Ils travaillent dans les mêmes bureaux que nous. Il va falloir parler rémunération. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pourquoi un guide serait payé plus qu'un BE pour faire au NDE, pour faire le même travail, hein? Si on pense au CQP et au CS Escalade, ben, il faut penser pareil vers le haut. Donc, du coup, au lieu de nous descendre les prix, peut-être que nous, il faudrait qu'on s'aligne aussi vers le haut, ou trouver une entente. Ça, c'est quelque chose qui va poser problème après sur le terrain. Donc, du coup, il y a ces situations-là il y a quand même des choses à discuter sur ce terrain. Ça pose des nouvelles problématiques, on va dire, entre la cohabitation guide-moniteur d'escalade. Mais les 1500 mètres ne doivent pas être une limite ou une excuse à ça, quoi. Il reste 3 minutes. Des questions ? Oui, bonjour, je me présente, je suis Jean-Claude Grand, le président du comité départemental des Bouches-du-Rhône de la FFME. Je vous entends parler de vouloir travailler au-dessus de 1500 mètres. Je dirais qu'à la limite, ça ne me regarde pas, donc ça, c'est votre débat. Mais ce que je peux vous assurer, c'est qu'en dessous de 1500 mètres, dans les clubs, des BE, on en cherche de partout, et partout en France. Donc, vous cherchez du travail au-dessus de 1500, ça ne me regarde pas, mais je vous rappelle qu'en dessous de 1500, on cherche des BE de partout en ce moment. Voilà, c'était tout. Merci. Donc, il y a une pénurie de moniteurs dans les clubs FFME de Bouches-du-Rhône. OK. Au niveau national. OK. Ce n'est pas qu'au niveau des Bouches-du-Rhône, hein. C'est de partout en France. Hein. Actuellement, il y a une véritable pénurie de professionnels pour encadrer nos jeunes ou moins jeunes dans nos clubs. Je pense que, voilà, club et salles privées. Oui, parce que j'avais oublié que les salles privées, elles commençaient à devenir des clubs dans leur fonctionnement. Non, voilà. pour les salles d'escalade, j'en suis bien consciente, mais c'est vrai que pour les clubs, peut-être que ça dépend un peu des régions, parce que Non, c'est assez général. Hein. Je vous assure qu'on en parle au niveau de la fédération. Il y a un problème national.